Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 18e webinaire Second Souffle. Second Souffle, une association qui existe depuis 10 ans. Elle est reconnue d'intérêt général. Elle accompagne les entrepreneurs à rebondir avec ou sans leur entreprise ou toute autre forme d'emploi. Composé de chefs d'entreprise, d'experts métiers et de bénévoles, nous soutenons les entrepreneurs avec bienveillance et engagement en France métropolitaine et en Outre-mer. Et je tiens d'ailleurs à signaler que nous avons une 19e antenne qui s'est ouverte et c'est sur l'île de la Martinique. Voilà. Alors, pour ce webinaire, comme d'habitude, maintenant vous connaissez normalement tous comment ça fonctionne. Devant votre écran, sur votre écran, vous avez à droite deux onglets, le chat et les questions. Donc, le chat, c'est pour discuter. Les questions, c'est pour les poser. Pour les poser, vous avez le bouton qui se trouve tout en bas. Si vous avez et si vous pouvez également voter aux questions des autres, hein, si vous trouvez des questions pertinentes, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ou le petit chiffre à côté à droite de la question et ça fait un vote. Et attention, si vous recliquez dessus, vous annulez votre vote. Et donc, à la fin, je prendrai les questions qui ont le plus de votes. Voilà. Si vous avez des soucis techniques, c'est tout en haut. Et n'oubliez pas, dans 15 jours, la grande journée des 24 heures pour rebondir, spécial rebondir au féminin, avec beaucoup de participants, plus d'une vingtaine. On aura notamment la ministre déléguée à l'égalité homme-femme, Elisabeth Moreno. On vous présentera les différentes associations, organisations qui aident les femmes à créer et monter leur entreprise. Et on a, de mémoire, je crois que c'est 8 ou 9 participantes, chefs d'entreprise, entrepreneurs eux, qui viendront vous présenter leur parcours et comment elles ont fait pour aujourd'hui pour leur activité de chef d'entreprise. Voilà, comme d'habitude, 20-30 minutes de webinaire et 30-40 minutes pour répondre à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, j'accueille avec un immense plaisir celle qui n'a pas obtenu un BTS en électricité, mais plutôt son bac aux États-Unis. Elle a beaucoup voyagé, elle a bossé dans des grandes et des petites entreprises, et elle est, comme beaucoup d'entre nous, addicte au travail. Et elle a vu beaucoup de personnes autour d'elle s'effondrer de fatigue, le fameux burn-out. C'est à ce moment-là qu'elle s'est dit moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. Alors, comment a-t-elle fait? Comment maintenant elle aide les autres? C'est ce qu'elle nous dira dans quelques instants. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter Aurore Robin. Bonjour Aurore. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à Second Souffle pour l'invitation. On m'a dit qu'aujourd'hui, c'était motivation, inspiration et enthousiasme. Et concernant l'enthousiasme, je crois que mes deux compères sont au taquet. Donc, oui, je leur donne la parole et j'aurai l'occasion de me présenter plus en détail. Oui, on a invité encore deux autres personnes aujourd'hui. Alors, un, vous connaissez certainement, c'est Nicolas Doucerin, le Skywalker de l'entrepreneuriat. Monsieur Doucerin, bonjour. Bonjour à tous les amis. Écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 18e webinaire. On a en plus la chance exceptionnelle d'avoir Aurore. On a dû patienter plusieurs semaines pour l'avoir, mais c'est un vrai plaisir. Et avec notre acolyte Julien qui va se connecter, qui est en grande forme également. Il était au plus haut des sommets il y a encore une petite semaine. Il était à 4500 mètres d'altitude. Nico, j'y étais encore il y a 2 heures. Là, je viens d'arriver. Rien que pour vous, j'ai pas de brushing, j'ai rien. Donc voilà, ravi d'être avec vous, bien évidemment, pour mon deuxième webinaire. C'est toujours un vrai plaisir d'avoir mes deux amis et compères. Et puis, l'excellente Aurore Robin, qui vient de la plus belle région de France. Je vois la vie en Vosges. Ah, c'est vrai. Magnifique région. Bien, Aurore, on va donc débrancher. On va pas faire d'électricité. Hein. Je te laisse te présenter ton parcours et puis comment t'en es arrivé là, en fait. Donc, je suis coach, consultante, fondatrice de la société Des Branches et je suis surtout quelqu'un qui a fait l'expérience de la performance, mais un certain type de performance. Alors, un peu comme tu l'as dit, William, grandes écoles, grande vitesse, grands comptes. Je travaillais chez SEB, chez L'Oréal. J'ai fait le championnat de France de natation. J'ai vécu dans 4 pays, sur 4 continents. J'ai eu le temps de me marier, d'avoir 2 enfants et tout ça avant 30 ans. Et du coup, à 30 ans, je me suis rendu compte que ça allait trop vite et j'ai fait l'expérience des limites. Ce qui m'a donné envie d'imaginer le travail autrement
et de me dire que la performance, elle pouvait aussi être durable. Comme les sportifs de haut niveau ont de la décompensation, moi, j'ai appris à doser, à alterner les rythmes, à aller chercher d'autres ressources que le tout mental, parce que ma mémoire vive était saturée. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, que connaissent bien Julien et Nicolas. Et j'ai créé Des Branches. Des Branches, c'est quoi? C'est une société qui accompagne les managers à trouver d'autres solutions pour travailler, pour développer mieux leur potentiel et une performance durable. Donc, plus d'énergie, plus d'équilibre et plus de lucidité. Pour ça, je propose des programmes sur mesure et surtout dans le temps. Parce que c'est pas Julien qui me contredira, le changement, ça se fait avec de l'entraînement et de la ténacité. Voilà. Par rapport à la conférence, le titre de la conférence, c'est « Débrancher pour se surmotiver ». Donc, il y a des choses qui sont un petit peu contradictoires, à savoir débrancher et surmotiver. En tout cas, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il y a une notion de plaisir. Et quelque part, vous êtes tous capitaines. Capitaine soit d'une équipe, soit d'une entreprise, soit capitaine de votre famille, capitaine d'un groupe. Et pour que le capitaine il puisse passer des caps et qu'il tienne à long terme, il faut qu'il prenne soin de lui. Alors moi, ce que je vais vous partager, alimenté par les expériences de Nicolas et de Julien, c'est comment prendre soin de vous en suivant trois types d'énergie. Comment se mettre en mode off, c'est-à-dire couper avec les automatismes, comment reconnecter avec ce qu'on a devant soi, et puis comment mettre en place des actions pour ne pas retomber dans un chemin, sur une voie, un mode de fonctionnement qui ne nous convenait pas et qui a fait qu'à un moment donné, on est arrivé à une saturation. Donc, le premier, William, peut-être si tu veux passer à la slide suivante. Je ne sais pas si les gens… Voilà. Donc là, c'était faire l'expérience de la performance un peu en force. Et après, si tu passes encore… voilà, donc ça, c'est mon rebond à moi avec Des Branches. Tout ça pour prendre du plaisir. Et donc, la première étape, là, vous avez vécu des moments… des moments difficiles avec le Covid, il y a des choses des marchés qui changent, des règles du jeu qui changent, et pour être bien capable de rebondir et de prendre les bonnes décisions, il faut faire les choses en lucidité. Donc déjà, accueillir, lutter ne sert à rien, et puis savoir s'extraire du contexte. Parce que parfois, je pense que vous en avez tous fait l'expérience, on trouve des solutions sans se concentrer sur le problème. Et s'extraire du contexte, c'est ce que j'appelle aussi décentrer, éviter le frontal. Eh ben, c'est ce que Julien et Nicolas savent faire et que Julien vient de faire, notamment en partant en montagne. Si peut-être tu voulais nous en dire plus. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Aurore. Alors, l'avantage, ça, je l'ai déjà dit lors du dernier webinaire, c'est vrai que débrancher, moi, je le fais naturellement par le sport, hein, qui est une vocation, puisqu'on a vu, moi, je suis un montagnard aguerri, j'y étais encore il y a 3-4 jours, mais je prône quand même, au-delà de ça, l'accompagnement d'un professionnel. Et c'est vrai qu'Aurore, là-dessus, moi, j'ai mis des années et des années à acquérir cette faculté de débrancher en me mettant en danger en montagne, hein, à pas reproduire par tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir une coach en auto-hypnose qui m'a donné quelques pistes de réflexion. Mais c'est vrai que je trouve que l'avantage avec Aurore, c'est que c'est une approche structurée, avec un accompagnement sur mesure, et puis il y a une approche nature, qui nous lie tous les deux puisqu'on est d'une région, voilà, très nature que sont les Vosges. Donc oui, il y a le fait de débrancher. Essayer tout seul de par sa passion de le faire, moi ça marche, même si j'ai fait un burn-out en 2013 qui m'a remis beaucoup de choses en question. J'aurais bien aimé avoir une Aurore à ce moment-là, je l'aurais peut-être pas fait, mais bon, la vie est ainsi faite. Je vois maintenant la vie complètement différemment, et c'est vrai que débrancher, j'en avais besoin parce que comme Nico, j'ai passé un été à bosser comme un âne.
toute la journée à préparer la rentrée. Et là, j'ai dit à ma femme, écoute, il faut vraiment que je débranche. Là, ça va saturer. Elle est 4 jours en montagne. Alors, je garde mon téléphone. Moi, débrancher, c'est pas forcément me couper, comme dit Aurore. C'est vraiment sentir mon corps à 100%. Donc là, j'ai fait des sommets plus compliqués que la dernière fois, où il y a du vertigineux, de la pente raide, où là, il faut être à 100%. Et moi, c'est ma manière de débrancher. J'oublie tout. Je me laisse guider par un guide. Donc, quelque part, on retrouve la notion de coaching d'Aurore. Moi, j'ai un guide qui n'est pas comme Aurore, pas qualifié comme ça, mais qui trouve les mots. Et c'est tellement bon, des fois, de se laisser guider, de se vider. Voilà donc, moi, ma manière de débrancher. Alors, c'est intéressant parce que, justement, donc Julien, il utilise des solutions pour débrancher qui sont assez engagées. Débrancher, c'est pas forcément dans le calme, ça peut être dans la puissance. Notamment par l'effort sportif de haut niveau, mais vous avez aussi d'autres moyens du type la marche. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Jean Giono qui dit « Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore. » En fait, Excuse-moi, Aurore. C'est pas une phrase de Forrest Gump, plutôt? Ah bah lui, il court. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que la marche, ça vient d'ailleurs des Grecs qui appelaient ça la pensée péripapéticienne. Alors, toute évocation à d'autres domaines est un pur hasard. Non, toujours est-il que le fait de se mettre en mouvement ou de sortir dans un environnement non clos, eh ben, ouvre l'esprit et permet de prendre l'air, mais de débloquer, en fait, quand vous faites face à des situations problématiques et que vous essayez de réfléchir dans une pièce close, ben, votre esprit, il est enfermé par ces 4 murs. Et d'ailleurs, la marche, c'est valable pour vous individuellement, mais c'est valable aussi en groupe. C'est-à-dire quand vous avez une situation un petit peu délicate à traiter avec quelqu'un au niveau relationnel ou professionnel, le fait de gérer cette discussion en marchant et pas face à face l'un derrière l'autre derrière une table peut être très salvateur. Donc, une autre idée que la marche, c'est le pouvoir libérateur de l'écriture. Débrancher, c'est une notion d'électronique, d'informatique, et parfois on oublie des choses assez simples. Et je vous invite à essayer quand vous avez quelque chose, un sujet compliqué à traiter, de le mettre sur papier. Alors il y a sur papier sur un carnet, mais il y a sur papier sur un paperboard avec des grands gestes, vous allez voir que vous allez réfléchir complètement différemment. Donc là, on débranche de l'outil informatique du côté très je me focalise sur mon truc, sur mes outils. C'est une manière un peu plus facile à faire au quotidien que d'aller faire un 8000, mais les deux sont parfaitement complémentaires. Une manière de débrancher aussi, c'est de faire de la visualisation. En fait, notre cerveau, il distingue pas la différence entre la réalité et ce qu'il imagine. Donc, vous avez la possibilité de vous reconnecter à des moments quand vous vivez un grand stress, que vous y voyez plus clair. Vous avez la possibilité de vous reconnecter à des émotions qui vous ont fait énormément de bien. Et pour ça, c'est un peu la théorie de la Madeleine de Proust. C'est, par exemple, un endroit, alors pour certains, c'est la montagne, pour certains, c'est la mer, pour certains, c'est leur chambre, d'essayer de vous reconnecter à des sensations, des odeurs, des couleurs, des gens autour de vous. Vous fermez les yeux et vous vous mettez dans ce sas quelques instants. Ça vous permet encore une fois, de décentrer par rapport à la problématique et de revenir plus serein. Dernière piste pour aujourd'hui sur la partie couper avec les automatismes et se mettre en mode off, c'est se concentrer sur, c'est un peu ce que Julien disait, c'était se concentrer sur des choses plus vitales, 6 sens. Et pour ça, vous avez la méditation de pleine conscience, vous avez la cohérence cardiaque. Je vous invite très, très vivement à tester Respirelax, qui est un outil de cohérence cardiaque où on synchronise sa respiration pour se mettre en état de neutralité.
Ça dure 5 minutes et c'est absolument magique. Et ce que disait Julien, qui peut être fait en montagne, en plein air, dans des environnements un petit peu exceptionnels, c'est juste se reconnecter à être disponible à ce que vous faites à 150%. C'est-à-dire, vous vous lavez les mains, vous sentez, vous êtes au bureau, vous allez aux toilettes, vous sentez l'eau sur la peau, vous sentez l'odeur du savon, vous intellectualisez bien les mouvements. Bah, ça, c'est une forme de méditation très accessible, de pleine conscience, qui ne nécessite pas d'être maître yogi bac plus 12 et qui vous permet de vous reconnecter au vivant que vous êtes, quoi, parce que vous n'êtes pas juste un travailleur, une machine à produire, vous êtes avant un homme, une femme, et quand on se reconnecte à ça, bah, des fois, on est beaucoup plus lucide, beaucoup plus pragmatique. Aurore, tu as parlé il y a une minute d'un appareil cardiaque, là. On n'a pas, enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas très bien entendu le nom. Ça s'appelle Respirelax. Alors, c'est une application que vous pouvez trouver sur téléphone, c'est gratuit. Et en fait, ça permet de… Vous allez inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes, et vous faites ça pendant 5 minutes. Vous allez suivre une petite bulle. Et en fait, c'est le seul moyen, le fait de contrôler votre respiration, c'est le moyen de vous mettre sur la fréquence, de synchroniser votre fréquence cardiaque et d'accéder au système autonome qui gère la pédale de frein et d'accélérateur. Et du coup, vous allez leurrer votre cerveau quelque part pour vous mettre dans un état de neutralité. Alors, quand on fait 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration, on se met en neutralité. Mais si on veut se mettre en dynamisme ou se calmer, vous pouvez régler sur l'appli et du coup, ça va faire 4-6 ou 6-4. OK. On vous a mis le lien dans le chat et puis le nom exact et puis dans le chat et dans les questions aussi. Est-ce que quelqu'un posait une question? C'était Zina qui posait la question. Là, je lui ai répondu. Respire, relax. Respire, relax, oui. Exactement, voilà le lien. Après, le deuxième axe, si on se met en mode… ah oui, alors là, la slide, je ne sais pas, William, si les gens la voient, le pas de côté. Oui, c'est une illustration, c'est juste pour vous dire, voilà, le fait de faire un pas de côté ou de se mettre en mode off avec les outils que je viens de citer, c'est une manière de ne pas chercher à toujours vouloir aller vite, tout droit ou droit au but. C'est de savoir prendre un détour qui permet de mieux avancer. Et par exemple, prendre un détour, c'est s'autoriser le soir à laisser son sac. Voilà une autre idée, c'est laisser son sac comme si on portait un sac à dos avec tous ses problèmes. Et quand on franchit la barrière de la maison, ben, on pose le sac. On pose le sac. J'ai rencontré un dirigeant quand je lui ai parlé de ça. Il me dit, ben, moi, j'ai autre chose, j'ai un vide à ordures. Dès que j'arrive à la maison, il a un vide à ordures virtuel dans sa tête. Et quand il arrive à la maison, il prend ses soucis et il les met virtuellement. Il dit, allez là, tiens, je te pose là ou dans les toilettes et puis je viendrai te rechercher ou peut-être pas. Et voilà, c'est sa manière de débrancher. Petit partage d'expérience. Après, si on passe en mode on, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça fait du bien de débrancher, mais en tout cas, moi, je reste très attachée à la performance. Et c'est juste une performance différente. Donc, pour moi, le secret, il vise à alterner les rythmes. Donc, alterner les rythmes, quand on se met en mode on, c'est toujours pas pleine action, c'est on allume la machine. On n'est plus conscient. Du coup, pour éviter de faire des erreurs et être plus lucide, ce que je recommande, c'est de faire le bilan de ses ressources. Pour avoir le bilan de ses ressources, déjà, ce qui est important, c'est de bien se connaître.
bien se connaître. Alors, ça passe par tout un tas d'outils accompagnés ou non accompagnés. Ça, on pourra en échanger plus en détail avec ceux qui sont intéressés. C'est aussi connaître son biorhythme. En fait, on est dans un monde où on essaye de standardiser les journées de travail et tout ça. Si vous en avez l'opportunité, essayez d'analyser quels sont les moments de la journée où vous êtes le plus performant. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Je suis sûre que vous avez déjà noté qu'il y a des gens qui aiment bien se lever tôt, enfin travailler tôt le matin, d'autres plutôt à l'aise tard le soir. Il y en a qui se rendent compte que quand ils font 10 minutes de sieste, ils ont une énergie du feu de Dieu. Et donc, c'est intéressant de faire des tests par rapport à son biorhythme pour envisager les tâches et les missions en fonction de ça. Et organiser votre journée, ça on le verra un petit peu plus tard, designer sa journée en fonction de son énergie. C'est-à-dire, si on a beaucoup plus d'énergie le matin, on va faire les choses administratives qui ne nécessitent pas une grande réflexion l'après-midi et les choses plus engagées, stratégiques le matin. Alors Nicolas, tu n'es pas d'accord? Ça dépend si sur le plan administratif, par exemple, quand tu es entrepreneur, tu gères par exemple la facturation et les salaires, il vaut mieux être bien concentré quand même sur le sujet, sinon il y a des risques d'erreur. Mais j'avoue, ça dépend du type d'administratif qu'on a, exactement. Par contre, je vais me permettre de donner une recommandation, puisque qui va complètement évidemment dans ton sens, Aurore. Moi, j'ai la chance la chance ou pas la chance, ma femme vous dirait que c'est un énorme défaut. Je suis un hyperactif et je dors 4 heures par nuit, 4 heures et demie. Par contre, ce qui est très, très important, j'entends trop souvent des gens en général, mais également des chefs d'entreprise, me dire « j'ai du mal à me lever le matin, je suis pas du matin, je commence ma journée fatigué ». Et c'est toujours un élément extrêmement négatif parce que quand vous commencez votre journée en étant déjà fatigué, par définition, c'est quand même pas génial. Et en fait, ce que ne savent pas beaucoup de gens, c'est que notre corps a besoin d'un rythme à respecter. Et ce qui est important, c'est de maîtriser son cycle pour dormir. Globalement, les gens ont besoin de 8 heures pour dormir. Voilà, 8 heures, 8 heures et demie. Certains, ça va être 7 heures, d'autres 6 heures, d'autres 10 heures. Et certains, comme moi, ça va être 4 heures, 4 heures et demie de sommeil par jour. Mais le problème du matin, souvent, vous allez vous forcer parce que vous commencez votre journée, je dis n'importe quoi, à 8h30 et vous allez vous mettre votre réveil à 7 heures. Et en fait, vous vous réveillez ce qu'on appelle dans un cycle profond où en fait, vous êtes en sommeil profond et donc c'est catastrophique de réveiller, de violenter votre métabolisme parce que en fait, vous forcez quelque chose et c'est ce qui fait que vous réveillez en étant déjà fatigué, à bâiller et en étant épuisé. Or, vous changeriez votre réveil de 20 minutes avant ou une demi-heure avant, vous allez vous réveiller en pleine forme. Et c'est toute la différence entre bien débuter sa journée et mal débuter sa journée. Et en ça, c'est très important. Et je vais déjà répondre à quelques questions parce qu'on m'a souvent posé la question. Moi, j'ai pas étudié, j'ai pas été à l'hôpital où j'ai été mis avec. Vous pouvez vous faire mettre des capteurs sur le corps, etc. Puis on calcule vos cycles et puis vous regardez. Je l'ai fait moi-même. C'est-à-dire que vous vous couchez à heure fixe. Vous vous réveillez à 1 heure et vous regardez si vous vous réveillez naturellement ou pas naturellement. Et vous décalez comme ça de 10 minutes jusqu'à ce que vous trouviez le bon horaire et vous allez vous apercevoir déjà que ça va déjà changer complètement votre appréhension et votre manière de bien débuter une journée. Top. Exactement. Faire les tests, c'est ça. Et comme tu dis, il n'y a pas besoin de spécialistes, juste d'écouter un peu son corps. Exactement. C'est clair. Comme dans le sport, Aurore, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, Nico. Bah oui. En haute montagne, c'est pareil, tu as des réveils forcés puisque la montagne, si on part à 9h, 10h, il y a le réchauffement. Et c'est vrai que par nature, il faut se lever entre 3 et 5 heures du matin. Et quand moi, je suis d'accord avec toi, Nico, et je dirais même le plus simple, quand on n'est pas dans un état de fatigue avancé, mais on le reverra avec Aurore, parce que ça, c'est quand même un des signes. Quand tu dis, Nico, qu'on arrive à un état d'épuisement, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui était les prémices de mon burn-out. Là, je pense que c'est déjà trop tard, il faut vraiment recaler. Moi, je pense que le vrai réveil, et je le fais, alors au-delà du réveil par les enfants qui est extraordinaire, même en sommeil profond, moi, je ne mets plus de réveil.
Mais par contre, quand je me réveille, je me lève. Bon, sauf s'il est 2 heures du matin, mais ça peut être 6 heures, ça peut être 6h30, ça peut être 7 heures. Et tu as raison, Nico, le corps se réveille instinctivement. En montagne, au bout de 4-5 jours et 3 semaines, quand j'étais à la Concagua, naturellement, mon corps, le guide ne venait plus nous réveiller. Et d'ailleurs, c'est le symptôme quand on prend un train. Quand on prend le train à 6 heures, qu'il faut qu'on se réveille à 5 heures. À 5h moins 5, le cerveau est réveillé. Donc, c'est quelque chose de bien fait. Alors, on n'est pas tous égaux. Effectivement, il y en a qui ont besoin de 8 heures, 9 heures. Il y en a qui ont besoin de 4 heures. Après, il y en a, comme Nico, je sais pas toi, moi, j'ai un peu plus de sommeil, mais j'en ai pas besoin de beaucoup. Mais par contre, je suis adepte de la micro-sieste, comme nos chers députés, où je vais dormir pendant 5-10 minutes et me ressaisir comme si j'avais pas fait une nuit, mais quasiment. Donc, le sommeil, c'est important. Moi, je ne sais pas si mon médecin est là d'auto-hypnose, elle m'a dit de toute manière, tant que le corps dort, tout va bien. Ne pas manger, c'est les prémices, mais on peut tenir. Mais si le sommeil fout le camp, c'est une catastrophe. Moi, à la fin, avant mon burn-out, je ne dormais plus qu'une demi-heure par nuit. Et c'est là où j'ai les crises d'angoisse, les crises de panique. Et toute l'éducation qui a été faite par l'auto-hypnose, ça a été de retrouver le sommeil, de retrouver les cycles de sommeil. Et c'est très compliqué parce que le sommeil paraît simple, mais c'est une mécanique intellectuelle, physique très importante. Et vraiment, quand vous vous réveillez fatigué, moi, je mets au défi, c'est souvent que vous êtes rendormi. Il est 6 heures, vous dites, ouais, le réveil, c'est 7 heures. Et là, Nico, tu as raison, on repart dans un cycle de sommeil qu'on va couper net au bout d'une heure parce qu'un cycle de sommeil, c'est 3-4 heures, 3 heures. Et c'est vrai que c'est important. Et moi, je ne suis pas un adepte du réveil. Je dis à mes collaborateurs, je préfère que vous arriviez en pleine forme une demi-heure parce que vous avez oublié le réveil plutôt que de venir la gueule enfarinée, complètement énervé parce que vous êtes levé de manière brutale. Et ça, je suis adepte. Et ça, c'est clair. Je pense qu'il faut vraiment le sommeil, et on en reparlera, Aurore, je pense que tu es d'accord avec moi, le sommeil, c'est vraiment le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. On peut dormir jusqu'à 4-5 heures comme Nico, hein, qui doit être proche de Napoléon, et Macron, c'est des êtres exceptionnels, Nico, parce que dormir 4-5 heures, dans la logique, c'est 6 heures minimum. Minimum pour que le corps humain soit bien. Mais c'est vrai que c'est un prémisse. S'il y a un compteur qui est vraiment important à prendre en compte, c'est le sommeil. Parce que si le sommeil se dérègle, de toute manière, après, il y a la perte d'appétit, il y a la perte de poids, il y a la perte d'envie. Et la perte d'envie, c'est l'antichambre du burn-out. Donc moi, ceux qui m'écoutent, moi, si j'y ai pas fait attention en me disant c'est pas grave, je ferai la sieste le week-end, je récupérerai le lendemain. On ne récupère jamais, c'est une chimère. Après, si on prend des Guronzan, on prend du Red Bull, et c'est la catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, j'ai mis 3 mois à m'en remettre, et encore, physiquement, j'étais bien, je fais du sport, donc j'ai le mental, mais il y en a, c'est 6 mois, 1 an pour retrouver le truc. Nico, tu rigoles? Non, je rigole parce que je lis vos commentaires tout à l'heure et il y a notre ami Fabrice qui met Nicolas Doucerin, vous avez le même cycle de sommeil que le président François Mitterrand. Donc, je lui expliquais que je préférais prendre l'exemple de Bonaparte que plutôt celui de Mitterrand, mais c'était juste une petite anecdote. Mais t'as vu, Nico? Pour revenir sérieusement, je pense que et Aurore et Julien, vous avez parfaitement raison. J'en discutais avec mon ami Julien. Moi, je suis un tout petit sportif amateur, très loin de Aurore et notre ami Julien, mais j'ai fait un peu de vélo en très haute montagne et on m'a toujours appris une chose, il faut toujours boire quand on n'a pas soif. À partir du moment où votre corps réclame de l'eau, c'est que c'est déjà trop tard. Vous êtes déjà en déshydratation. Et c'est vrai que si on revient à quelque chose de très terre-à-terre pour le chef d'entreprise que nous sommes, c'est d'autant plus vrai dans les périodes, il faut le dire quand même, terribles que nous traversons aujourd'hui, où il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress lié à la Covid-19, lié à tout ce que l'on entend au travers des médias aujourd'hui, lié aux difficultés économiques, lié au changement de réglementation. Tout ça est un générateur, ce que j'appelle de stress négatif, qui vient évidemment s'ajouter à la fois aux problèmes déjà rencontrés par un grand nombre de chefs d'entreprise et que nous accompagnons aujourd'hui avec l'association Second Souffle. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on commence à rentrer au cœur de la tempête. On l'avait signalé au mois de juin-juillet. Il ne se passe pas une journée où on n'apprend pas qu'une grande entreprise est en liquidation ou en dépôt de bilan. Mais il ne faut jamais oublier que l'essentiel des entreprises très impactées par la crise aujourd'hui, ce sont des TPE, PME. Alors, ça ne passera pas dans les médias sur CNews, TF1, France 2 ou LCI, parce que voilà, c'est des petites unités. Mais n'oublions pas que la première puissance économique de la France, ce sont nos TPE, PME. Et vous le savez tous, je l'ai déjà écrit dans mon bouquin. On a échangé avec William, on a échangé avec Julien, avec plein d'internautes. Si le chef d'entreprise
n'est pas bien équilibré dans sa tête, n'est pas bien dans son esprit, s'il ne garde pas cette lucidité, cette force physique et force intellectuelle, il ne peut pas tenir sur la durée et donc il ne pourra pas prendre les bonnes décisions. Et en ne prenant pas les bonnes décisions, il risque de mettre en péril son entreprise et son écosystème dont il porte la responsabilité. Et c'est pour ça que c'est un élément qui est essentiel aujourd'hui. On va revenir avec Aurore sur le sujet et bien évidemment répondre à vos questions. Mais même en période très difficile, comme moi j'ai pu traverser en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, je m'accordais des séances de pause, malgré mon rythme effréné, d'aller faire du sport. Alors, je jouais, je me souviens à l'époque, un petit peu au tennis. Je tapais très mal dans la balle. C'était pas du beau jeu, mais ça permet d'évacuer mon mauvais stress. Ça permettait de se dépenser, de lâcher un petit peu son adrénaline et finalement de prendre le soin de son corps. Parce que quand son corps, finalement, nous envoie des signaux négatifs, vous savez, des raideurs, des tensions au niveau du cou, des cervicales, du dos, qu'on a du mal à marcher, qu'évidemment la qualité de sommeil se détériore, ben, tout ça, ça vient gangréner un petit peu votre esprit. Et un esprit qui est gangréné, c'est un esprit qui est moins lucide, qui est moins agile, qui est moins réactif. Et comme on vous demande de prendre des décisions rapidement et si possible de prendre les meilleures décisions possibles, ben, à partir du moment où vous n'avez pas toutes vos facultés, vous mettez en risque, en péril votre entreprise, par définition vous-même et l'ensemble de votre écosystème. Et c'est ça qu'il faut retenir et qui est extrêmement important. Écouter son corps et savoir se faire accompagner parce que c'est l'axe essentiel pour contribuer à résister et à rebondir avec votre entreprise. Tout à fait. Exact, Nico. Et ça permet de répondre à… Il y a Zina, qui, je ne sais pas si elle est là, qui nous avait posé une question en amont du webinaire parce qu'il y avait cette possibilité-là d'envoyer vos questions, qui demandait comment reconnaître la barre limite pour se débrancher avant l'épuisement. Donc, Julien et Nicolas, vous y avez répondu. J'y ajouterai problème de concentration, trouble de la mémoire, irritabilité. Ça, c'est des signaux qui doivent vous alerter. Et puis, un autre, c'est le fait de plus prendre vraiment de plaisir. Et cette notion de plaisir, je voudrais rebondir dessus parce que on a parlé de physique. Mais j'aimerais parler un peu d'émotion parce que dans nos ressources, souvent quand on est épuisé dans nos sociétés, on a souvent un épuisement mental, on appelle aussi surcharge mentale. Et en fait, quand on utilise trop notre mental, cette ressource-là, ben, on en a encore d'autres. Et dans les ressources, il y a les émotions. Et en fait, les émotions, elles sont très importantes pour se mettre en action. Elles sont même plus importantes que la raison. Il y a des scientifiques qui ont montré il y a 2 ans que en fait les émotions avaient pris la décision 11 secondes avant votre cerveau. Et donc là, le sujet que je mets en avant là, c'est ce qui vous fait vibrer. Aller faire du sport, s'aérer, se mettre en mouvement, c'est hyper important. Ce qui est important aussi, c'est de savoir quels sont vos kiffs. Parce que si on ne traite que des problèmes, que de la difficulté, qu'on est que dans le dur tout le temps, on ne peut pas tenir durablement, on ne peut pas être dans la performance. Alors chacun a ses sources de vibration, on va dire. Ce qui est hyper important, c'est de savoir les identifier et puis de s'entraîner à les reconnaître. Parce que des fois, c'est juste elles existent toujours, mais on leur accorde plus d'importance. Il y a Florence Servan-Schreiber qui invite à quotidiennement faire des exercices de gratitude ou en gros se récapituler à la fin de la journée quels ont été mes trois grands kiffs pour se conscientiser en fait qu'il y a des choses bien qui se passent et puis quand on n'en trouve pas 3, c'est que bon, on n'a pas rempli sa journée avec des choses suffisamment source de plaisir et donc il faut en rajouter. Je serais intéressée d'avoir le feedback de Julien et Nico sur leur source de plaisir, quels sont leurs moteurs, qu'est-ce qui les fait vibrer. Alors déjà c'est hyper intéressant ce que tu dis, Aurore. Et moi j'ai… T'es amoureux, Julien, ou quoi? Non, arrête, je connais son beau-frère et toi, arrête tes conneries, Nico. Non, stop. J'ai déjà donné, moi, tu sais, je suis amoureux de mes montagnes, c'est tout.
Non, blague à part, c'est marrant. Je voulais préciser, excuse-moi Julien, parce que tout à l'heure tu as parlé de la Concagua. Et juste pour préciser à nos visio-spectateurs que la Concagua, c'est pas une boîte de nuit où tu vas régulièrement. Non, c'est le Macumba, ça. Alors, attendez, d'ailleurs, Will était tendu. Vous voyez, par exemple, un truc pour débrancher. Accrochez-vous bien. Will, tout à l'heure, était tendu. Nico, tu le dis, franchement. Il t'a vu dans l'état. Regardez. Et je suis arrivé comme ça. Et Will s'est détendu. Il y a un petit côté Polnareff. Vous voyez, regardez, ça, c'est des mises en pli vosgiennes. Regardez, le poil est soyeux. Bon, j'arrête. Non. Non, Aurore, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je le reproduis avec mes enfants. C'est-à-dire que j'ai une petite dernière qui est bourrée d'angoisse, de stress. Et donc, la chose qu'on fait pour le soir, la déconnecter, et moi que je fais, donc je le retranscris, c'est qu'on lui dit qu'il faut qu'elle trouve 3 points essentiels dans la journée positifs. Mais vraiment des choses détachées qui vont être j'ai mangé une sucette, j'ai mangé quelque chose, et ça la détend, ça lui fait penser que la journée n'a pas été que l'école, où c'est assez traumatisant pour elle, même si ça va mieux. Et c'est vrai que moi le soir j'essaye de me dire qu'est-ce qu'il y a eu comme chose positive. Alors ça va être des choses positives, c'est pas toujours j'aime ma femme, j'aime que ça, c'est vraiment des choses qui sont sorties de l'ordinaire. Et que ça soit professionnel, que ça soit sportif ou que ça soit amical. Par exemple, un petit déjeuner avec Nico, c'est toujours exceptionnel. Donc ça, hier, par exemple, j'ai petit déjeuner avec lui et j'ai dormi quasiment 10 heures tellement j'étais heureux, épanoui, décontracté. Mais c'est vrai que l'auto-hypnose, je reviens dessus. L'auto-hypnose, c'est l'exercice par la respiration. Et la respiration fait qu'à un moment donné, on est dans un état second, conscient mais second. Et c'est comment se bazarder au cerveau droit des images positives, que ça soit les enfants, que ça soit la famille, que ça soit la montagne. Et à un moment donné, là, il y a le vrai lâcher-prise. Il y a le vrai lâcher-prise parce que là, j'ai eu l'expérience, j'ai dormi dans un refuge il y a 4 jours à 4500 mètres, le plus haut d'Europe. Inutile de vous dire les maux de tête. Et ben, avec l'auto-hypnose, j'ai réussi à m'évader. J'ai pas dormi super bien, mais à un moment donné, j'ai senti que mon corps lâchait et je me suis reposé 2-3 heures qui m'ont permis d'être bien. Et c'est vrai que l'auto-hypnose est vraiment un truc très bien et c'est comment vraiment prendre du positif, en faire un mot d'ordre et le cerveau est tellement bien fait qu'il ne l'oublie jamais. Et dès qu'on reprend ce référentiel pour lâcher prise, le cerveau se rappelle et vous avez instinctivement les images qui viennent et ça, c'est un vrai lâcher prise. Et c'est très important ce que tu dis, Aurore, pour pouvoir débrancher. Je pense que c'est un des points essentiels. Le positif, sans positif, en fin de journée, s'il y a que du négatif, on ne peut pas lâcher prise. C'est impossible. Mais là-dessus, tu as parfaitement raison, Julien. Moi, je fais d'ailleurs un autre exercice chaque matin. Mon premier exercice du matin, je me fixe. Alors, c'est un autre exercice et un autre conseil par rapport à ce que vient d'évoquer Julien et Aurore. Mais je ne débute pas ma journée sans me fixer mes 3 objectifs de la journée. Parce que je suis comme beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai des dizaines d'actions à traiter dans les jours et j'allais dire la semaine qui vient. Parfois, on se sent un peu submergé parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait même pas par quel bout commencer. Et je me dis, comme je ne suis pas capable de tout traiter, malgré ma forte capacité de travail, je me fixe au moins 3 objectifs incontournables que je ferai et qui fait qu'à la fin de la journée, je serai content de ce que j'ai accompli. Plutôt que de me laisser submerger par des dizaines de tâches, se dire que j'en ai fait que 60% et que je ne retiens que le côté négatif des choses, ce qui fait qu'on se laisse enseveli, on se laisse déborder et au final, on finit par perdre pied. Donc ça, c'est mon premier conseil du jour. Julien vous recommande, avec Aurore, de terminer par les 3 points positifs que vous avez eus dans votre journée. Je rappelle que ça peut être tout simplement avoir rencontré une personne dans un restaurant, avoir fait un sourire et échanger 2 mots. C'est ça. Ça peut être un élément très positif. Dans une journée noire qui est difficile, quand en 2008, je peux vous garantir que je suis rentré dans le tunnel où pendant une semaine, j'ai dû licencier 30 collaborateurs, faire des licenciements économiques, mener des entretiens annuels d'évaluation sur des collaborateurs que j'ai recrutés, que j'ai formés et dont la situation économique m'a imposé de devoir me séparer, non pas pour incompétence, mais parce qu'à l'époque, mon entreprise avait perdu 2 millions d'euros en l'espace de 9 mois. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de points positifs dans une journée. Hein, ça, c'est du réel, c'est du concret, c'est la vraie vie de chef d'entreprise. Quand vous devez soutenir le regard de vos collaborateurs qui ont été dans votre entreprise depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans et que droit dans les yeux, vous devez leur expliquer
que les pertes engendrées ne permettent pas à l'entreprise de s'en sortir et qu'on envisage un licenciement économique, c'est très compliqué à vivre. Le premier est très, très dur. C'est vrai que quand on arrive à la fin, ça devient plus facile, plus automatique, mais ça reste toujours une énorme souffrance pour le chef d'entreprise. Et pourtant, il faut bien repartir avec le sentiment du devoir accompli en vous disant, par exemple, qu'en prenant ces mesures d'économie, vous laissez une chance à une partie de l'entreprise de s'en sortir pour recréer demain de la richesse et être à nouveau en capacité de recruter, de former et de redévelopper les compétences au sein même de votre entreprise. Donc, le petit conseil du jour, si je peux me permettre de vous le donner, fixez-vous 3 objectifs au début de votre journée. Qu'est-ce qui fait que votre journée sera réussie à partir du moment où vous avez atteint vos 3 objectifs et terminez par 3 éléments positifs et vous verrez que ça vous aidera à contribuer au bien-être, à l'équilibre et encore une fois à une meilleure action. Et le deuxième élément sur lequel j'aimerais terminer, qui me semble extrêmement important, n'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas seul. La solitude du dirigeant est terrible en période de crise. La tête dans le guidon, on est borné, on est avec ses problèmes, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas Superman ou Wonder Woman. On est des êtres humains avec nos axes forts et nos fragilités, mais ouvrez-vous. Lorsque nous faisons ces webinaires ensemble, lorsqu'on a la chance de partager ce moment avec Aurore, avec Julien, avec William, chaque vendredi, c'est pour vous aider, c'est pour donner de l'énergie, c'est pour donner des ouvertures, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et que ensemble, on peut être ouvert, s'entourer pour permettre de mieux rebondir. Et quand on est parfois débordé par ses émotions, il faut savoir déléguer, se faire aider par un ami, par un conseil, par les webinaires, par une association comme Second Souffle. On est là pour ça, on est là pour vous aider, pour passer ces crises et vous permettre de rebondir. C'est ça qu'il faut retenir. Vous n'êtes pas seul. Merci Nicolas. Je tenais à vous dire qu'il nous reste que 18 minutes. Donc on va… Aurore, si tu as encore quelque chose à dire, après on passera aux questions, s'il te plaît. Oui, alors juste pour reboucler, parce que c'est génial, Nicolas, il a abordé ce que je voulais dire, c'était identifier ses alliés comme ressources, c'est ça, bien regarder autour de soi qui sont les personnes qui peuvent être des soutiens, que ce soit des soutiens moraux, opérationnels, etc. Il y a autre chose qui était faire le tri. Faire le tri, quand Nicolas dit 3 objectifs pour commencer la journée, pour y voir plus clair et avancer plus sereinement, il faut savoir faire le vide. Tim Gallwey, qui a écrit un livre sur le tennis, il dit que la performance, c'est le potentiel moins les interférences. En fait, les interférences, c'est tout ce qui vient polluer notre mémoire vive. Donc, il faut les éliminer. Pour ça, il y a un outil qui est hyper pratique pour commencer la journée. Quand vous n'arrivez pas à trouver vos 3 objectifs et que il y en a 10 qui viennent, vous pouvez utiliser la matrice d'Eisenhower qui permet de distinguer l'urgent de l'important, en gros, et d'arbitrer. OK, aujourd'hui, j'ai tout ça à faire, j'ai 100 choses à faire dans ma to-do list, lesquelles je vais prendre pour aujourd'hui. Et il ne faut prendre que ce qui est urgent et important. Et puis après, vous irez aux autres progressivement. Cette matrice, vous pouvez la trouver sur Internet. Je vous mettrai le lien après. Il y a un autre point qui a été abordé par Nicolas, c'était le sas de mise en route. Les personnes âgées disaient comme on se lève, on se couche. C'est hyper important la manière dont on commence la journée parce que ça va conditionner le reste de la journée. Donc, prendre son temps pour commencer la journée, c'est diminuer son état de stress. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, qui s'appelle Hal Elrod, qui a écrit un livre très connu qui s'appelle Le Miracle Morning et qui dit les 7 choses qu'il faut faire le matin pour bien commencer sa journée. Ce qui est surtout important parce que lui, il décrit un process qui est, on va dire, standardisé, où il dit il faut un moment de silence, il faut s'accorder un moment de visualisation, il faut se donner une phrase positive, il faut écrire, faire du journaling, il faut avoir une lecture inspirante, il faut faire un exercice physique. Moi, je dirais qu'il faut surtout faire quelque chose qui vous fait du bien.
Si vous attendez la fin de la journée pour faire un truc qui vous fait plaisir, ben, c'est prendre le risque qu'il ne se passe pas. Donc, prendre le temps le matin si votre plaisir, c'est de prendre le temps de déjeuner, d'apprécier ce que vous mangez, si votre plaisir, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, ben, donnez-vous le temps de lire, de faire une lecture qui n'a rien à voir avec votre métier ou vos préoccupations du moment. Si vous avez besoin de vous mettre en action, de faire du sport, ou vous pouvez décider de votre petite routine, en tout cas d'avoir un rythme, ça reprend les notions de rythme de sommeil, tout ça, d'avoir un rythme et de commencer la journée en se faisant du bien, ça va influer tout le reste de votre journée. Voilà. Organiser son temps, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, c'est de designer votre journée en fonction de, vous avez vos 3 objectifs, dans quel ordre vous les faites, ça va dépendre de ce que vous avez analysé, de votre biorhythme. Moi, ce que j'aime bien le matin, c'est d'être tranquille, de me poser. Et après, je peux entrer en interaction avec les autres. Alors, à ce moment-là, je préviens mon entourage, je préviens mes partenaires professionnels. Moi, je me garde les 2 premières heures du matin pour moi et après, on peut faire des réunions. Et en étant dans la communication, ça passe en fait. C'est juste une question de se respecter et de s'assurer qu'il y a la meilleure performance possible en écologie avec vous-même et votre environnement. Et puis, dernier point, c'était de vider la poubelle émotionnelle. J'ai mis ça dans le PowerPoint qui vous sera envoyé, ou changer le sac. C'est-à-dire qu'il faut extérioriser. On est dans un monde où l'émotion passe au second rang parce qu'on essaye tous d'être des machines de performance. Là, il s'est passé plein de choses pendant le Covid. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à passer le cap. Au-delà des considérations économiques qui sont majeures, c'est le fait que les gens n'aient pas pu s'exprimer sur ce qu'ils ressentent. Et une émotion, si elle sort, elle a eu l'impression qu'il y a eu un écho. De toute façon, une émotion, c'est quelque chose qui arrive quoi qu'il arrive, qu'il advienne. Sauf que si on l'étouffe, elle va se multiplier en cascade, ce qui va expliquer que vous allez péter des plombs sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'émotion de départ. Et donc, ce que je vous invite à faire pour vous et pour votre entourage, c'est à exprimer les choses tant que la cascade n'est pas partie et de le faire régulièrement, d'où le vidage de poubelle. Ou changement de sac, c'est remplacer les émotions négatives par des émotions positives. On a toujours, dans la fatigue, dans l'épuisement professionnel, il y a des idées noires qui reviennent sans cesse. Quand elles viennent, c'est, par exemple, moi, je me dis, voilà, je manque de synthèse, je vois l'heure qui passe. Bon, ça, c'est mon idée négative. Je remplace mon attention par une intention. Mon intention, c'est je suis synthétique et donc je termine cette conférence et je laisse la place aux questions. C'est une vraie intention. Merci Aurore. Donc il nous reste 10 minutes, donc on va faire assez vite. Une question de Béatrice qui a posé sa question donc avant le début du webinaire. Vers qui se tourner? Personne, organisme, coach, etc. Alors là, c'est un peu comme les questions sur les rythmes et tout ça. Je dirais que c'est dépendant de chaque personne. Il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de structure et qui vont aller voir un coach pour mettre un plan d'action. Il y a des gens un plan d'action engagé de changement. Il y a des gens qui ont besoin plutôt d'un accompagnement doux et qui vont faire du yoga et qui vont pas avoir envie de parler spécifiquement de leurs problèmes et qui vont passer par le corps. Je dirais, bien sûr, la médecine, dans certains cas très avancés, qui est un passage obligatoire dans certains cas. Je dirais qu'il faut essayer d'imaginer, est-ce que je suis prêt à faire une démarche courte, une démarche longue? Est-ce que je veux du dynamisme ou est-ce que je veux du calme?
et puis tester différentes approches. Julien nous parlait de l'hypnose. Moi, je vous parle de yoga. Moi, j'accompagne les gens en mode coaching. Alors, moi, je le fais un petit peu… je mixe un peu les approches parce que, par exemple, je fais du coaching en pleine nature. Donc, on est sur des plans d'action où on envisage le changement par étapes pour sortir de son fonctionnement actuel et en trouver un autre, mais on le fait de manière originale, en pleine nature et en mouvement. Bien. Il y a Julien Renaud qui se prend pour moi, donc il veut répondre aux questions à ma place ou à ta place. C'est inadmissible, monsieur Renaud. Donc, on va répondre à Martine. Il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il vide la poubelle. Laisse-le s'exprimer. Non, de toute façon, je vais couper le micro, de toute façon, il m'agace. Alors, pour répondre à Martine, quels sont les signes qui doivent nous alerter et nous obliger à débrancher? Voici ce que j'ai trouvé. Les signes qui doivent nous alerter, c'est ce qu'on a évoqué par rapport à la question de Zina également. Fatigue, manque de concentration, trouble de la mémoire. Nicolas parlait de maux de dos, des articulations, la nuque, l'irritabilité. Quand on a du mal à trouver des sources de plaisir, qu'on compense par des substances, drogue, alcool, tabac, ou quand on cherche à s'isoler parce que on a l'impression d'être sursollicité quoi qu'il arrive. Ouais, il y a d'ailleurs, Aurore, les troubles du sommeil. Mais ce qu'il faut peut-être dire aussi quand même à nos amis, qui me semble vraiment important, il n'y a pas une recette unique pour tous les collaborateurs et tous les chefs d'entreprise. Il faut savoir que chacun a ses différences, avec ses axes forts, ses axes faibles, son métabolisme. On le disait tout à l'heure, il y a des gens qui ont besoin de 9 heures de sommeil, d'autres 7 heures, d'autres 6 heures, 5 heures, 4 heures. Voilà. Il n'y a aucune égalité par rapport à tout ça et il n'y a donc pas une recette miracle. Il faut évidemment adapter les solutions qu'on vous donne là. Certains vont utiliser le sport, d'autres vont utiliser le yoga, d'autres vont avoir besoin d'un coach individuel, d'autres vont avoir le bon ami, la bonne relation dans l'entourage qui va aider. Ce qui est important, c'est de trouver sa voie, de se faire aider pour justement être en capacité de tenir, de résister et de rebondir. Mais il n'y a pas de recettes miracles qui sont figées où on vous dit, bon ben voilà, à compter de maintenant, vous levez tous les matins à 5 heures, vous prenez votre petit déjeuner, vous faites 1 heure de yoga, 1 heure de sport. Non, ça fonctionne pas comme ça. Chacun a son propre métabolisme, sa propre vie, son propre entourage, son propre environnement. Il y a des métiers qui diffèrent énormément d'un autre. Hein. Vous avez des métiers très physiques, il y a des métiers intellectuels, il y a des indépendants, des entreprises qui ont beaucoup de salariés, peu de salariés. Bon, voilà, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Et retenez une chose quand même, puisqu'on est quand même dans un monde qui bouge énormément, on est en pleine crise. Vous savez que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le maître mot dans tout ça, c'est l'agilité. C'est la capacité à écouter, observer ses clients, ses fournisseurs, sa famille, ses conseils, et c'est sa capacité justement à s'adapter. Et dans le monde dans lequel on est, le secret de la réussite, c'est l'agilité. Voilà. Eh bien, je pense que pour soi, pour se faire aider, pour se faire accompagner d'une manière ou d'une autre, pour appliquer les conseils qu'on vient de vous donner, soyez agile. Et surtout, je me permets d'insister sur ce point parce qu'aujourd'hui, je suis excédé par un point, c'est un autre sujet, etc. C'est tout ce que l'on fait sur la crise du Covid, les masques et les mesures. Je trouve qu'aujourd'hui, notre société manque de bon sens. Il faut revenir à du pragmatisme. Il faut revenir à du bon sens. Arrêtez de se faire polluer l'esprit. Regardez, s'adapter et vous verrez que vous trouverez beaucoup plus naturellement les bonnes solutions plutôt que d'avancer comme des moutons et de se retrouver parfois dans des situations extrêmement, j'allais dire, stupides. Voilà. Ouais. Et Nico, juste si je peux, parce que c'est vrai qu'on a le point de vue, on a le point de vue, dirigeant,
Et moi, je reviens toujours parce qu'avant d'être dirigeant, j'ai été salarié. C'est hyper important. Et ça, Nico, tu l'as dit. Et c'est vrai que là, c'était quand même assez axé dirigeant parce que Aurore, c'est vrai que c'est surtout les dirigeants. Mais quand je vois, par exemple, les salariés, débrancher, c'est... alors, j'ai fait le con avec la perruque, mais ça peut être 1 minute de dire aux collaborateurs, posez tout, venez, on va marcher, on va rigoler. C'est faire une petite joke sur un mail délirant. Bon, moi, je suis assez barré, donc mes salariés, il n'y a pas de turnover parce que c'est toute la journée comme ça. Mais c'est vrai que c'est important. Nous, on a la vision dirigeant pour débrancher, mais je ne cesse de le dire, sans nos salariés, on n'est rien. C'est très, très perturbant, Nico, tu as raison, y compris pour nous, tout ce qui est Covid et tout ça. Bon, moi, j'essaie d'en faire abstraction, même si je me plie à la légalité. Mais vraiment, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, pensez aux salariés. Il y a le traumatisme, il y a les transports. Savoir trouver ses faiblesses, voir pour nous-mêmes, c'est plus simple. Les détecter chez les autres, c'est compliqué. Voilà, moi j'ai par exemple une collaboratrice, bon je dirais pas le nom, mais voilà, qui est en plein divorce, c'est compliqué, et tout de suite je l'ai vu. Les mails étaient plus sereins, il y avait des fautes d'orthographe, j'essaie, et ça c'est important. Alors ne pas jouer psychologue, mais voilà, je lui ai demandé, je lui ai dit qu'est-ce qui va pas, et de temps en temps je vais voir, je fais une petite connerie, je déconne, et c'est hyper important parce que le voir pour soi-même, ok, mais le voir chez les autres dans sa société, c'est vraiment important parce que le burn-out, on ne le voit pas venir. Il y a des gens qui s'isolent. Il y a des gens qui vont le cacher et le problème, c'est que quand on le voit, c'est trop tard. Moi, c'était beaucoup trop tard quand je l'ai pris. Je faisais comme si tout allait bien. J'allais courir, j'avais perdu 8 kilos. Tout le monde disait, ouais, tu fais beaucoup de sport. En fait, c'était la fuite en avant. Donc là, voilà, moi, c'est le conseil aux dirigeants. Débranchez de temps en temps. Foutez un peu de grain de folie. On est dirigeant, mais on n'est pas au-dessus de tout le monde. Moi, c'est un peu de sport avec les collaborateurs. C'est plus monsieur, c'est plus Julien, c'est même Juju. J'en ai rien à faire. Mais du moment que l'équipe va bien, le dirigeant va bien et la boîte va bien. Si le dirigeant va bien, que les salariés vont pas bien, c'est pas bien. Si les salariés vont bien, que le dirigeant va pas bien, c'est une osmose. Et ma grande phrase depuis le Covid, chez nous, chez ORT Assurance ou chez Wizas, mes sociétés, c'est la cordée tiendra bon. Un guide qui a des mauvais clients, il en bave. Des clients qui ont un mauvais guide, c'est très compliqué. Et mon guide, la dernière fois, m'a dit, voilà, moi, l'alchimie parfaite, c'est quand j'ai des clients qui me ressemblent, qui respectent, et que moi je respecte, et là la cordée harmonieuse, c'est extraordinaire. Donc faites gaffe aux salariés parce que souvent ils osent pas, il y a le lien hiérarchique et il faut savoir le casser de temps en temps. En fait, ce que tu viens de dire, Julien, encore une fois, c'est du bon sens. C'est finalement à la tête de nos entreprises, c'est avoir la capacité de détecter ce que j'appelle les signaux faibles chez les collaborateurs. Et d'ailleurs, on retrouve tout le bon sens et les qualités. Ne restons pas obnubilés uniquement sur le business. Des collaborateurs qui vivent mal une situation donnée, qui peut être liée d'ailleurs à un contexte personnel ou à un contexte professionnel, le rôle du chef d'entreprise, c'est d'observer avec ses yeux, c'est d'écouter et d'ouvrir sa porte. C'est ça un management moderne. Un management moderne, c'est détecter parce qu'il faut déceler les points faibles, les signaux faibles pour trouver des solutions et faire qu'en mettant de l'huile dans le rouage, l'ensemble va mieux se porter. Laisser pourrir une situation, laisser un collaborateur en souffrance, c'est prendre le risque de gangréner le moral, l'esprit d'équipe, donc de démultiplier le risque d'erreur et donc d'accentuer les difficultés de l'entreprise. Et ça, c'est le rôle du manager. Donc, c'est important d'avoir plus de recul nécessaire pour pouvoir agir. Et juste, Will, après je termine, je te jure, d'ailleurs, je dois me barrer. Et là encore, je fais l'exercice actuellement avec Nico. Savoir débrancher, ça veut dire aussi savoir pas donner l'entreprise. Mais moi, je sais que là, je suis un peu sur une croissance. J'ai le nez dans le guidon et j'ai donné une partie du pilotage à Nicolas. Donc, moi, je ne voyais plus certaines choses. Nicolas a audité mes collaborateurs. Pourtant, moi, je suis ouvert, mais les gens n'osent pas forcément. Nico m'a dit, tu vois, les petits points là, tu les aurais pas vus. Savoir débrancher, c'est également savoir débrancher le pilotage automatique parce qu'on a l'impression que l'avion va bien, tout va bien. Et la moindre turbulence peut faire tout foutre en l'air. Et c'est vrai qu'avec Nico, là, on est en train de faire l'exercice sur mes boîtes. Et ça, c'est un pur bonheur parce que je me rends compte que même moi qui suis ouvert, je passais à côté de choses, voire même des gens, puisque je travaille en famille, des gens que j'aime, que je vois tous les jours. Et ben, il y a des choses que je ne voyais pas. Débrancher, c'est aussi savoir faire confiance à l'autre et le faire introduire en tant que tiers pour qu'il puisse entendre des choses que nous, on n'entend plus.
Et ça, Nico, je te remercie beaucoup parce que l'exercice, je ne l'aurais pas fait et c'est d'un enrichissement exceptionnel. Oui, on parle beaucoup de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, mais comme l'a dit Nicolas, on peut le prendre aussi dans ce sens-là, la responsabilité sociétale de l'entrepreneur. Donc, merci. Attends, William, un dernier petit point en 30 secondes, s'il te plaît. Je vois certains, et c'est notamment mon amie Anne, qui est une fidèle parmi les fidèles, et je la remercie, ainsi que toutes celles et tous ceux qui nous suivent régulièrement depuis de nombreux mois. Elle a raison quand elle met « nous sommes aussi indépendants ». C'est vrai que dans la notion d'indépendant, on n'a pas forcément de collaborateurs. Mais Anne, les conseils, c'est aussi pour les indépendants. Quand on n'a pas de salariés, on a aussi des fournisseurs, on a aussi des clients. Et être capable d'écouter, de percevoir et de mieux comprendre, c'est aussi extrêmement utile pour assurer son propre business, faire évoluer ses offres et donc garantir la pérennité. C'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour développer, embaucher et puis aller à un niveau. Être indépendant et être entrepreneur, c'est un très dur métier, mais c'est aussi un métier passionnant. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter tous nos entrepreneurs masculins, féminins, qui se battent, qui ont créé leur emploi, qui vivent ça au quotidien. C'est aussi votre écosystème et c'est aussi comme ça qu'on finira par gagner ensemble. Et heureusement que vous êtes là parce que vous êtes les grands artisans, les contributeurs de l'économie française. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Bien. Aurore, je te laisse le mot de la fin. C'est ce que j'étais en train d'écrire, alors je vais le dire à l'oral. Merci à tous les gens qui ont assisté. J'ai eu le plaisir là, de lire les commentaires en même temps que j'écoutais mes deux compères. Et quelqu'un disait ça fait du bien, ce moment fait du bien. Et le fait d'être interdépendant, c'est aussi quelque chose d'hyper important parce que voilà, on traverse tous des hauts et des bas et se serrer les coudes, c'est important. Et du coup, moi, je remercie encore une fois Second Souffle, William, Nicolas et Julien de m'avoir invité et de m'avoir permis de passer ce moment avec vous. Merci à toi, Aurore. Merci, Aurore. Merci, Aurore. Un vent de fraîcheur et d'optimisme. Oui. Donc, c'est la fin de ce webinaire. Je vous présente celui de la semaine prochaine. Celui de la semaine prochaine, donc, qui fera le lien tout naturellement avec la grande journée des 24 heures, rebondir au féminin dans 15 jours. On parlera déjà du rebond au féminin la semaine prochaine. Mesdames, devenez entrepreneurs, osez. On verra ça avec l'association Femmes des Territoires, Céline André, déléguée générale, qui a également été entrepreneur, et Marine Levrat aussi, qui a eu un parcours incroyable et qui nous racontera tout ça. Donc, dès qu'on raccroche, vous allez être redirigé directement vers le site Second Souffle pour aller vous inscrire. Voilà. Merci à tous les trois. Merci à tout le monde. Et moi, ce que j'adore ici, c'est que les gens s'entraident dans le chat. Quelquefois, il n'y a même pas besoin de poser la question. Il y a toujours quelqu'un qui trouve la bonne réponse. Ça, c'est formidable. Merci beaucoup, Aurore. Merci au nom de Second Souffle. Merci, Julien. Merci, Nicolas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, William. On t'aime. Ciao. On t'aime, William. Tu es notre idole. Et tu viendras récupérer ta perruque.